Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'approche et approche interrompue, ou plus familièrement donc l'approche finale et la remise de gaz. En termes de progression du pilote, on est toujours dans la phase et procédure particulière de vol. Donc les dernières vidéos étaient consacrées au volant et au décrochage, et aujourd'hui donc on attaque l'approche et l'approche interrompue. En termes de préambule, donc c'est une nouvelle fois une leçon atypique, vous allez voir, assez dense avec beaucoup de choses, beaucoup de notions. Donc c'est généralement le genre de leçon que l'on va de nouveau découper et que l'on va voir progressivement à chaque retour de vol. Donc une leçon qui s'inscrit dans la durée puisque comme pour le décollage, à chaque vol on aura un atterrissage, donc une approche finale, et donc on pourra voir une composante de l'approche à chaque vol. L'objectif de la leçon, donc intercepter et suivre l'axe et le plan à 5% qui vont nous conduire au point d'aboutissement, le tout à une vitesse de moins 1,3 de vs jusqu'à la décision. Savoir effectuer, le cas échéant, une approche interrompue. En termes d'utilité, donc ça va être d'arriver au point de décision dans des conditions reproductibles, c'est-à-dire toujours de la même façon. Cela va nous permettre de pouvoir réaliser un atterrissage sans habilité particulière, c'est-à-dire pouvoir toujours utiliser notre technique d'atterrissage que l'on a appris, ce que l'on verra dans la prochaine leçon. En termes de prérequis, avoir regardé le plan à 5%, la procédure d'approche interrompue ou remise de gaz, et également avoir étudié le gradient de vent. Alors, l'approche finale, c'est une trajectoire normalisée en site et en azimut, c'est-à-dire suivant un axe et un angle, qui sert à préparer l'atterrissage. Donc, la réussite de l'atterrissage est conditionnée par la qualité de l'approche. C'est une trajectoire descendante stabilisée jusqu'à une hauteur de 50 pieds ou 15 mètres, avec une vitesse indiquée de moins 1,3 de vs. Les caractéristiques de cette trajectoire, que l'on détaillera ensuite, donc un point d'aboutissement imposé ou choisi par le pilote, un axe d'approche qui est le prolongement de l'axe de piste, que l'on appelle axe, une pente d'approche définie à partir du point d'aboutissement, que l'on appelle le plan, et des critères de stabilisation avec un objectif et plancher de stabilisation. Commençons par l'axe. Donc l'axe d'approche se matérialise par la visualisation du prolongement de l'axe de piste, pouvant permettre l'identification de repères au sol, donc des repères facilement identifiables. La technique d'interception d'axe, donc la prise d'axe débute à la perpendiculaire de l'axe, à une distance correspondant plus ou moins à un rayon de virage à la vitesse d'approche. Donc il est toujours préférable d'anticiper la mise en virage et d'affiner la prise d'axe en diminuant l'inclinaison en cours de virage, de façon à survoler les éventuels repères sol positionnés dans l'axe d'approche. Enfin, il convient toujours d'anticiper l'effet du vent sur la trajectoire sol dans le virage, comme on avait vu dans la vidéo sur les effets du vent sur les trajectoires sol. Le virage se termine lorsque l'avion est établi sur l'axe de la piste, à un cap permettant de corriger la dérive. Donc l'avion est sur l'axe lorsque le pilote se voit assis sur l'axe d'approche. La forme de la piste doit rester symétrique. Si elle ne l'est pas, c'est qu'on est en écart par rapport à l'axe, soit à gauche de l'axe, soit à droite de l'axe. Et tout écart doit être corrigé et doit permettre de revenir sur l'axe d'approche sans tarder. Voyons voir maintenant le plan. Donc hors contrainte d'environnement, la valeur standard d'une pente d'approche est de 3,5 degrés. Ceci va permettre de maintenir une vitesse avec une puissance moyenne, permettant des corrections efficaces en configuration atterrissage, un arrondi sous facteur de charge faible, à tous les avions d'arriver sur la même pente nominale et donc de faciliter l'anti-abordage. Les plans d'approche, quand ils sont différents de 3 degrés, sont publiés sur les cartes VAC au niveau des papilles. Un point important, c'est le point d'aboutissement, qui est l'intersection entre la trajectoire d'approche finale et la piste. Il doit être identifiable sur la piste. Le point de toucher, lui, se situe au-delà du point d'aboutissement. Le point d'aboutissement peut être imposé. C'est le cas lors d'une approche effectuée à l'aide d'un support radioélectrique, un ILS. Dans le cas d'une approche effectuée à l'aide d'indicateurs visuels de pente d'approche, c'est-à-dire avec un PAPI. Il peut également être choisi par le pilote, par exemple les plots dessinés sur la piste, le seuil de piste, le numéro de piste, travers une balise, travers un taxiway, etc. Pour percevoir le plan d'approche de 3%, on va mesurer une distance, tout comme on le faisait pour les différentes assiettes. En effet, le moyen de perception d'un angle de 3 degrés, c'est une distance égale à 3 cm au-dessous de l'horizon, observée à 60 cm vers l'avant, soit la distance entre l'horizon et 2 à 3 doigts, en fonction de la morphologie de chacun.
On peut également visualiser le plan d'approche grâce à un indicateur de plan d'approche, c'est-à-dire avec un PAPI. Sur le plan d'approche nominal, le pilote devra voir 2 lumières rouges et 2 lumières blanches. Sous le plan nominal, il verra 3 ou 4 lumières rouges et au-dessus du plan nominal, il verra 3 ou 4 lumières blanches. A noter qu'un PAPI n'est précis jusqu'à 200 pieds et ne sera donc pas utilisé en très courte finale. À l'interception du plan, donc on va mettre l'avion en descente et on va utiliser les préaffichages d'assiette et de puissance de l'avion. Lorsqu'on est sur un plan constant, le point d'aboutissement de la trajectoire reste immobile sur le pare-brise. Donc l'objectif va être de garder la distance entre le point d'aboutissement et l'horizon égale à 3 cm, donc constante. Si cette distance devient supérieure à 3 cm, le plan est fort, c'est-à-dire qu'on est au-dessus du plan, on va devoir faire une variation d'assiette à piquer pour rejoindre le plan nominal. En fonction de la vitesse, il faudra faire une réduction de puissance pour ne pas trop accélérer. A l'inverse, si la distance D devient inférieure à 3 cm, c'est-à-dire que si nos doigts dépassent l'horizon, le plan est dit faible, c'est-à-dire qu'on passe sous le plan nominal. Il va donc falloir se mettre en palier pour pouvoir récupérer le plan par en dessous. Alors attention, la mise en palier en configuration atterrissage demande beaucoup d'énergie, donc il ne faudra pas hésiter à remettre beaucoup de puissance pour ne pas que la vitesse dégringole. Dès lors où on est revenu sur le plan, on reprend les préaffichages d'assiette et de puissance initiale. A noter qu'en approche finale, à une vitesse sol donnée, la VZ attendue sur le plan sera vérifiée par la relation suivante. Donc VZ en pieds par minute égale la ground speed, la vitesse sol en nœuds, fois le plan en pourcent. Donc par exemple, si j'ai une vitesse sol de 75 nœuds sur un plan à 5%, je devrais avoir au variomètre un VZ environ de 375 pieds par minute. Donc parlons maintenant du troisième paramètre important lors de l'approche, la vitesse. Donc on parlera tout d'abord de VREF, vitesse de référence, qui est définie comme étant la vitesse à adopter en approche finale sans vent en configuration atterrissage. Donc elle est donnée par le constructeur et doit être normalement au moins égale à 1,3 de la vitesse de décrochage dans la configuration. En cas de vent de face durant l'approche, la vitesse d'approche est majorée d'un coefficient, KVE, que l'on verra après, pour pallier à un éventuel gradient de vent. Des cas particuliers peuvent également nécessiter de retenir une vitesse supérieure en approche, approche sur des plans forts, approche moteur réduit, approche sur terrain montagneux, sans voler, etc. Le vent est en général constant sur une tranche significative d'altitude. Plus on va se rapprocher du sol, plus sa force va diminuer. C'est ce que l'on appelle le gradient de vent. Dans le cas d'un fort gradient de vent, la vitesse indiquée risque de passer en dessous de la vitesse d'approche, induisant donc une perte d'altitude rapide et une déstabilisation de l'approche. Pour anticiper cet effet, on va majorer la vitesse d'approche d'une valeur, le KVE, qui dépend de la force du vent. Attention, ce KVE devra être résorbé soit sous l'effet du gradient de vent, soit par la réduction de puissance pour assurer un passage au seuil à la vitesse de référence. Donc généralement, les valeurs de KVE retenues sont les suivantes. Lorsque le vent de face, la composante de vent de face est inférieure à 10 nœuds, on prendra 0 en KVE. Entre 10 et 20 nœuds, on prendra une majoration de 5 nœuds. Et si la composante de vent de face est supérieure à 20 nœuds, on prendra plus 10 nœuds sur la vitesse d'approche. Donc petit exemple, si ma vitesse de référence est de 80 nœuds et que mon vent effectif de face est de 15 nœuds, j'aurai donc un KVE de 5 nœuds. Et ma nouvelle vitesse d'approche calculée sera donc de 80 plus 5 égale 85 nœuds. Le plancher de stabilisation, c'est une hauteur choisie par le pilote et qui doit au moins être égale à celle définie par l'exploitant, où les critères suivants de stabilisation doivent être réunis. Donc la position de l'avion par rapport à la piste, c'est-à-dire que l'avion doit être sur l'axe, le plan, il ne doit pas être complètement déporté à droite ou à gauche, être trop haut sur le plan. L'avion doit être dans une configuration atterrissage, sauf atterrissage spécifique, type s'envoler, etc. La vitesse choisie doit être stabilisée et doit être égale à la vitesse d'approche. La puissance associée doit être cohérente. Enfin, la checklist avant atterrissage doit être effectuée. Donc ce sont là des critères de stabilisation propres à l'avion. Si ces derniers ne sont pas respectés, il faudra alors faire une API, une approche interrompue, ou plus communément appelée la remise de gaz. Donc l'approche interrompue doit être initiée dans les cas suivants.
tout événement pouvant compromettre la sécurité ou la réussite de l'atterrissage, un écart de trajectoire durant l'approche finale qui ne pourra pas être rattrapé avant l'objectif de stabilisation en appliquant les valeurs de correction préconisées, des critères de stabilisation non acquis à l'objectif de stabilisation qu'on a vu précédemment, instruction de l'ATC, donc si la tour de contrôle ne vous a pas donné l'autorisation d'atterrir ou si elle vous donne l'ordre de faire une remise de gaz, une déstabilisation de l'approche après l'objectif de stabilisation, tout autre événement qui pourrait compromettre l'atterrissage, une incursion dans la piste, etc. La gestion des priorités est essentielle, donc tout d'abord le pilotage. On affiche l'assiette de remise de gaz et la puissance de remise de gaz associée, donc généralement une demi-assiette de montée. On respecte bien la séquence de rentrée des traînées. En termes de trajectoire, on identifie et on suit une trajectoire permettant d'assurer la sécurité. On anticipe la capture d'altitude. Suivant la hauteur à laquelle la manœuvre d'approche interrompue a été débutée, le gain d'altitude pour rejoindre le circuit de piste peut être très faible. Donc en conséquence, il est nécessaire d'être particulièrement vigilant. La trajectoire d'approche interrompue risque d'interférer avec la circulation d'aérodrome. Elle doit être aménagée en fonction des autres trafics. Une vigilance particulière donc sera accordée à l'anti-abordage. En présence de trafic en montée initiale, pour permettre au pilote de garder le trafic en vue, il est recommandé d'effectuer une baïonnette par la droite, sauf cas particulier, exemple les pistes parallèles. Le message radio éventuel ne sera effectué qu'une fois l'avion stabilisé sur sa trajectoire de montée, donc c'est bien priorité à la trajectoire. Suite à l'approche interrompue, la checklist après décollage sera effectuée. Enfin, quelques conseils pour terminer. Essayez d'être en configuration atterrissage au plus tôt. Dès lors où vous aurez intercepté l'axe final, mettez-vous en configuration atterrissage, vol atterrissage, réchauffe carbu, etc. Car ça ne sert à rien d'essayer de stabiliser votre approche finale, axe, plan, vitesse, si vous n'êtes pas en configuration atterrissage. Deuxièmement, essayez d'avoir une finale assez longue, euh, d'avoir une branche suffisamment longue pour avoir le temps de stabiliser votre trajectoire et de pouvoir faire toutes vos actions. Enfin, n'oubliez pas que la trajectoire de l'approche finale, c'est une trajectoire que l'on pilote et que l'on doit compenser. Si vous affichez les bons préaffichages d'assiette, de puissance et que vous compensez, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Voilà qui termine cette leçon sur l'approche et approche interrompue. La prochaine fois, nous parlerons de l'atterrissage, la dernière étape. Donc pour cette leçon, il n'y a pas vraiment de théorie à travailler. Vous pouvez essayer d'étudier un peu les techniques d'atterrissage et voir un peu tout ce qui est limite des performances de l'avion. Donc voilà qui termine cette vidéo. Donc je vous avais prévenu, c'est une vidéo qui est assez longue, qui est dense. Il y a beaucoup d'informations sur différents aspects de l'approche et approche interrompue. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois, à regarder les parties qui vous intéressent, qui vous intéressent le plus. Et comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires de la vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous de très bons vols.